Retour en force de la Russie en Afrique. Vous suivrez dans ces journaux la participation de la RDC au sommet Russie-Afrique qui s'est clôturé aujourd'hui avec l'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le monde célèbre le 24 octobre de chaque année la journée mondiale contre la poliomyélite. Le virus de la polio peut causer une paralysie irréversible. Et puis, dans ce journal, une très bonne nouvelle dans le secteur du transport fluvial. Il s'agit de la reprise de trafic du bateau MS Gungu sur le majestueux fleuve Congo après un long temps d'arrêt de trafic. Si vous nous rejoignez dans ce journal, bienvenue aux 20h sur la RTNC. Je le disais, en titre de ce journal, le retour en force de la Russie en Afrique. Elle s'invite dans ce continent dans le domaine des infrastructures, domaine militaire, de l'agriculture et de l'économie. Plusieurs chefs d'État africains voient cela d'un bon œil. C'est le cas du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est intervenu aujourd'hui du haut de la tribune au sommet Russie-Afrique qui s'est clôturé ce jeudi à Sochi, en Russie. Regardez. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, coprésident du présent forum, Majesté, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales africaines, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, et à travers vous, au gouvernement et au peuple russe, notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur le sol ami de la Russie. Je salue particulièrement mon frère, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, co-président de ce sommet. Le choix porté sur la charmante ville de Sochi pour abriter le présent forum économique Russie-Afrique me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la Russie et l'Afrique. Je n'ai aucun doute que nos échanges de Sochi aboutiront à la promotion d'un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive. Longtemps victime de conflits et de reculs socio-économiques, mon pays, la République démocratique du Congo, mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales. Les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concertée. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards 9 de revenus. Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et messieurs, le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines.
avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquels l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier. Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisan d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, pour terminer, je considère que ces assises de Sotchi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leurs résolutions permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Restons toujours à Sotchi, en Russie, pour dire que ce rendez-vous a été notamment marqué par l'intervention du ministre congolais de la Santé, Dr Eteni Longondo, hier, qui a souligné les efforts menés par le gouvernement et les partenaires pour combattre certaines épidémies qui sévissent en RDC. Suivons cet extrait commenté par Blaise Boko-Kiasonza et Sandra Wallo. C'est en marge du premier sommet Russie-Afrique que le ministre congolais de la Santé a pris la parole pour saluer notamment l'appui des partenaires bi- et multilatéraux pour lutter contre les épidémies en RDC. Les organisations des Nations Unies et d'autres pays nous ont appuyés dans les établissements de laboratoires et de vaccins pour contrôler ces épidémies. En ce qui concerne la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est du pays, il y a des progrès enregistrés et le ministre congolais de la Santé rassure. Avec le système de riposte que nous avons mis en place, nous sommes maintenant soit à 0 cas, soit à 1 cas, soit à 2 cas par jour. Donc l'incidence et la mortalité a sensiblement baissé. L'amélioration du secteur de la santé, une priorité pour le gouvernement congolais. Nous sommes très déterminés à améliorer à travers le président de la République, à travers moi-même, le secteur de santé et à améliorer la santé des Congolais parce que nous pensons que sans une bonne santé, le développement du pays devient difficile. Dr Eteni Longondo a également salué les nouvel élan entre la Russie et la République démocratique du Congo. Nous sommes contents que la Fédération de la Russie va nous appuyer, surtout dans le problème de biosécurité. C'est avec une oreille attentive que les participants à ce premier sommet ont suivi attentivement le ministre congolais de la Santé. Retournons à Kinshasa, puisqu'il faut le dire, environ 900 combattants du FRPI sont au centre de précantonnement. Le Premier ministre Ilunkamba, qui a présidé ce jeudi la réunion du comité de pilotage du programme STAREC, a précisé qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Le chef du gouvernement a rassuré que l'exécutif national va poursuivre le plan de stabilisation des zones sorties des conflits armés. Reportage signé Pompo Umba et Françoise Boué. Au cours de cette première réunion du comité de pilotage du STAREC, placé sous l'autorité du Premier ministre en sa qualité de président, le professeur Ilunkamba a rappelé que le programme du gouvernement est enraciné dans le développement à la base. Qui dit développement dit sécurité des villages et territoires. L'objectif du gouvernement de la République est de redonner aux villages et aux territoires leur rôle pilote d'antan dans le développement de notre pays. Mais comment développer l'agriculture si les villages et les territoires qui sont censés être les centres de production sont dévastés par la guerre, désertés à cause de l'insécurité, spécialement dans l'est du pays?
C'est ainsi l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du gouvernement de la République, notre reconnaissance auprès de nos partenaires pour leur accompagnement tant financier que technique dans la longue et harassante mais noble voie de la recherche de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice, a martelé le numéro 1 de la MONUSCO. Au nom des bailleurs, Leila Zerougui lance un appel aux groupes armés. Je suis rassurée que le projet d'accord de paix exclut toute possibilité d'amnistie pour les personnes ayant commis les crimes les plus graves, y compris les violations des droits des enfants pour lesquels la FRPI est listée dans le rapport du secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit. Nous avons réussi à délister les FARDC de cette liste. On les a sortis de recrutement d'enfants, donc il ne faut pas qu'on soit plus indulgent avec des groupes armés sur des choses qu'on n'a pas permis avec l'armée nationale. Je pense que c'est très important que les FRPI doivent absolument libérer tout de suite les enfants. Chiffré à plusieurs milliers de dollars américains, le plan de démobilisation des combattants garantit la stabilité en RDC. Autre chose, ce sont des mesures qui viennent soulager tant soit peu les travailleurs du secteur du commerce. Après 4 jours de tractation entre le banc syndical et le gouvernement, la ministre d'État Néné Ilunga Nkoulou a signé un communiqué pour calmer la tension sociale, nous dit Robert Ndaye Chisansé dans ce reportage. Dans cette salle se dessine l'avenir de milliers d'emplois menacés de disparition dans les secteurs du commerce. Ces travailleurs des établissements commerciaux des Indo-Pakistanais du Grand Marché qui étaient de nouveau dans la rue avec des revendications traditionnelles liées aux conditions de travail précaires, l'amélioration de leur enveloppe salariale, les heures de travail. À cela s'ajoute le non-respect du SMIC. Demande qu'une seule chose au gouvernement de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures conséquentes pour protéger l'emploi en RDC. Face à la montée de la tension, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou tape du poing sur la table et appelle le service privé des placements au strict respect des dispositions légales et réglementaires en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré dans la semaine la Fédération des entreprises du Congo, les syndicalistes et les représentants des travailleurs, Dr Néné Ilunga Nkoulou rappelle à l'ordre les employeurs du secteur du commerce par rapport aux droits reconnus aux travailleurs congolais par le Code du travail. Des instructions claires et précises sont données pour le respect des heures de travail et le repos hebdomadaire. L'application stricte du SMIC ne doit pas faire l'objet de discussions. Les sociétés privées de placement, des sociétés de sous-traitance ainsi que les représentants des travailleurs sont donc convoqués pour cela dès ce lundi 28 octobre 2018 au cabinet de la ministre d'État. En prenant ces mesures, Néné Ilunga Nkoulou veut remettre de l'ordre dans ce secteur du commerce en République démocratique du Congo et protéger des milliers d'emplois. Et les agents fonctionnaires de l'État du ministère des Affaires étrangères vont percevoir leur prime ordinaire au mois de janvier. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot. Et dans un autre décor, le vice-ministre Félix Momat a examiné la question de 800 médecins qui ne perçoivent pas la prime de risque. Reportage signé Cédric Kenina. La prime ordinaire des agents et fonctionnaires de l'État du ministère des Affaires étrangères sera bel et bien payée au mois de janvier 2020, et ce après la publication du budget par le chef de l'État. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot Mambeke, qui tient au respect des textes relatifs aux finances publiques. Démarche qui a rencontré les attentes de la délégation syndicale du corps des diplomates de la République. Notre prime sera prise en charge à partir de janvier, au lieu de nous amener en avril 2020. Quand on vote le budget, l'application commence en avril, au deuxième trimestre. Mais les vice-premiers ministres viennent de nous rassurer et que nous aurons une copie d'une lettre qu'il va faire signer pour qu'il s'engage lui-même à payer cette prime-là aux agents des administrations de la diplomatie en janvier. À l'issue de ces échanges, le secrétaire général du SICODIP promet de faire rapport pour apaiser les tensions et également assurer la reprise des services
de ce jeudi. Et toujours dans ces mêmes registres, 800 médecins des différents secteurs de la santé publique verront leur prime des risques payés pendant ce 4e trimestre de l'année 2019. Le vice-ministre du budget, Félix Momat Kitenge, mandaté par le vice-premier ministre, l'a dit à la délégation syndicale des médecins non primés. Un objectif, en finir avec la polio. Le monde a célébré la journée mondiale de la poliomyélite sous ce thème. Mais ici à Kinshasa, une conférence de presse a été organisée par le Rotary International en intelligence avec le gouvernement de la République. Reportage signé Oscar Mbal-Kaïj et Luisette Ntsakala. Instaurée il y a plus de 10 ans par le Rotary International, la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite a été marquée ce 24 octobre 2019 par une conférence de presse organisée conjointement par le Rotary Club International, l'OMS, l'UNICEF, ainsi que le gouvernement de la République à travers les programmes élargis de vaccination PEV, sans omettre quelques partenaires, notamment la fondation Bill et Belinda Gates. Cette journée a été placée sous le thème « Un jour, un objectif, en finir avec la polio ». Les gouvernements de la RDC ainsi que ses partenaires, notamment l'OMS, sont déterminés à mettre fin à cette épidémie. Bien que déclarée depuis 2011 pays exempt de polio, la RDC a réussi à éradiquer 3 types de poliovirus sauvages, mais aujourd'hui, elle fait face à un nouveau type de contamination due à une mauvaise couverture vaccinale. Nous sommes aujourd'hui à 10 épidémies séparées dans 10 provinces différentes du pays. C'est que le virus qu'on trouve par exemple dans la Mongala, quand on a pris la banque de virus, on n'a pas pu retrouver ce type de virus parmi les autres épidémies qui circulent. De nouvelles stratégies doivent être montées pour sauver les vies humaines, surtout les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. L'arme fatale pour arrêter la transmission, c'est toujours le vaccin. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, qui n'ont pas eu la possibilité d'être vaccinés avant leur premier anniversaire, présentent ce risque. Une trentaine de cas de poliomyélite virale ont été signalés dans quelques provinces de la RDC. Gouvernements et partenaires de la santé sont appelés ainsi à se souder les coudes pour bouter définitivement hors du territoire national cette maladie qui paralyse les membres inférieurs et qui rend infirme à vie. Prise en charge des personnes vivant avec le bec du lièvre, on en parle dans ce journal avec l'association Sans Frontières représentée par Liliane Temuningoy qui organise en collaboration avec le ministère de la Santé l'opération SMIL aux cliniques Ngaliema et Quinoise. Reportage Renette Koulomba. L'opération SMIL, c'est un groupe de médecins, infirmiers, bénévoles qui vient de plusieurs pays pour opérer le bec de lièvre. Cette année, Opération Smile fête leur 10e anniversaire en collaboration avec le ministère de la Santé en RDC. On organise une campagne chirurgicale gratuite, hommes, femmes et enfants, du 7 au 16 novembre 2019 aux cliniques Ngaliema et Quinoise de Kinshasa. L'association Sans Frontières œuvrant dans le même secteur, c'est-à-dire la prise en charge chirurgicale gratuite des enfants démunis, l'association Sans Frontières participe activement à cette campagne afin que cela soit une réussite. Nous, Association Sans Frontières, prêtons main forte à Opération Smile pour qu'ils réussissent à soigner et rendre le sourire à nos enfants. Cela est mon combat de tous les jours. Je remercie la DGEM pour sa collaboration. Les inscriptions ont commencé à la clinique Ngaliema. Et après plusieurs années d'arrêt de trafic, le bateau MS Gungu a repris de flotter sur le majestueux fleuve Congo. Ce jeudi 24 octobre 2019, il a pris la direction de Bandundu-Ville. Reportage signé Angèle Mabiala et Patrick Kachala.
Fabriqué en 1976 au Chanimetal, le bateau Gungu fait encore parler de lui jusqu'à ce jour. Ce navire qui a été réhabilité des fonds en comble, refait peau neuve et flotte à nouveau sur le majestueux fleuve Congo et ses affluents, ce à la grande satisfaction de tous les membres d'équipage qui ont repris le service après plusieurs années. C'est la relance, on a longtemps traîné, maintenant le travail reprend. C'est la joie. Aux autorités du pays, d'abord, c'était un grand remerciement puisque ce bateau a été réhabilité grâce aux autorités du pays, donc les gouvernements. Et aux autorités de la société, nous les encourageons aussi à emboîter les pas du gouvernement pour travailler encore mieux pour que nous allions de l'avant. À la population, nous leur demandons de refaire confiance. Les commerçants ayant appris la remise à flot de ces navires n'ont pas hésité un seul instant à emprunter ce moyen le plus sûr qui traîne deux barges pleines de marchandises. Le directeur général intérimaire de la Société commerciale des transports et des ports, Eugène Molicho Assoumani, ne lésine pas sur le moyen pour satisfaire la clientèle. Donc notre ambition, c'est remettre la SCTP sur les rails afin que nous puissions nous réapproprier le trafic d'antan pour sa pleine relance. Il n'y a que la SCTP qui donne un transport sécurisé. Les petits canons, les baleinières ne vous offrent pas de garantie de sécurité. Depuis que le bateau Gungu a repris le trafic vers Bandundouville, c'est la deuxième fois. En l'espace de quelques semaines seulement que ces grands navires flottent de nouveau sur le fleuve Congo, ce à la grande satisfaction de commerçantes et commerçants qui ont l'habitude de faire Kinshasa-Bandundouville. En tout cas, les autorités de la Société commerciale de transport et des ports ne ménagent aucun effort pour que le passager voyage dans de bonnes conditions. Dans le bateau Gungu, Patrick Kachala, Junior Koufoundjouka, Angèle Mabel Alandou pour la radio-télévision nationale et congolaise. Et une page magazine vous sera proposée justement à la fin de ce journal en rapport avec la reprise du trafic fluvial du MS Gungu. Autre chose, et puis cette question, dans le secteur des hydrocarbures, que faire pour parvenir à la baisse du prix du carburant, à la pompe et à l'uniformisation sur toute l'étendue du territoire national? Un protocole d'accord liant la Sonaïdroc avec la société pétrolière Sara Group dans un partenariat gagnant-gagnant et sud-sud compte accompagner la RDC dans le secteur de l'aval pétrolier. Ces investisseurs l'ont dit au ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindu. Suivez. Redynamiser la Société nationale des hydrocarbures de la RDC dans le secteur de l'aval pétrolier, c'est du moins ce que l'on peut retenir de la séance de travail que le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, a eu avec les responsables de la société pétrolière Sara Group, qui compte travailler en partenariat avec la Sonaïdroc dans une perspective gagnant-gagnant, partant de son expérience de 23 ans dans plus de 20 pays au monde et en Afrique en particulier. Il existe déjà un protocole d'accord entre la Sonaïdroc et la société pétrolière Sara Group qui prévoit l'augmentation de la part du marché devant passer de 15 à 50% du marché, devant constituer le stock stratégique physique de la Sonaïdroc qui voudrait également former le jeune cadre congolais en vue de développer les infrastructures pétrolières. Importer et exporter du pétrole brut pour un raffinage avec comme impact social la baisse et l'uniformisation du prix du carburant à la pompe sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État des hydrocarbures a fait savoir à ses interlocuteurs sa vision qui est celle de réhabiliter la Sonaïdroc en vue de lui donner sa place d'antan dans le secteur du pétrole car elle est l'œil de l'État dans le secteur de pétrole et du gaz en RDC. Nous devons disposer effectivement des stocks stratégiques, des stocks physiques. Il est grand temps que nous puissions quitter la zone d'insécurité pour la zone sécurisée avec des produits ayant 60 jours, 90 jours. Et sachez également qu'il se tiendra en mars 2020 la conférence planétaire sur l'eau et la durabilité. Et c'est dans ces contextes que la délégation du campus francophone Netanya Academic College a échangé avec le président du Conseil économique social Jean-Pierre Kiwaka. Reportage à Nimbalaka. En séjour à Kinshasa, Netanya Academic College, basé en Israël, a été reçu par le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana. Au menu de leurs échanges, le préparatif de la conférence planétaire sur l'eau et la durabilité qui se tiendra en République démocratique du Congo au mois de mars 2020.
Il nous a assuré de son soutien, de sa totale collaboration, de lui-même et de son équipe, pour faire en sorte que les sujets traités soient extrêmement sérieux, profonds, le plus précis possible, et qu'ils puissent déboucher sur une concrétude qui apportera véritablement une nouvelle direction. Et je tiens par la même occasion à remercier profondément du fond du cœur pour le travail exceptionnel que M. Elikia Subway a fait depuis pratiquement un an pour mettre en place cette collaboration, cette coordination et cet immense projet qui va marquer une étape historique dans la mise en lumière de ce nouveau Congo aux yeux du monde. La problématique de l'eau, un sujet qui a fait l'objet de plusieurs débats et analyses au Conseil économique et social. Le président Jean-Pierre Kiwakana a rassuré à ses hôtes de l'implication de son organe dans la réussite de cet événement planétaire qui devra traiter des questions d'extrême importance profonde afin d'apporter une nouvelle direction de sorte que les problèmes liés à l'eau, le tourisme, l'assainissement, le transfèrement des eaux du bassin du Congo trouvent des solutions. Et dans le secteur de la justice, l'heure est au lancement de l'atelier d'enrichissement et de validation des rapports des Nations Unies sur la corruption. Reportage signé Jacques Kabouaba et Monique Mavungu. Dans le contexte actuel où la matière ne cesse de défrayer l'actualité à la faveur de l'engagement ferme pris par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la lutte contre la corruption est une préoccupation mondiale qui transparaît dans les dispositions des Nations Unies adoptées en octobre 2003. On a eu l'occasion d'en parler à l'ouverture de l'atelier d'enrichissement et de validation des rapports d'auto-évaluation de la mise en œuvre de la RDC de ces traités internationaux. À la question où en sommes-nous dans le renforcement de la lutte contre la corruption, la réponse du vice-ministre à la justice, Bernard Takaï Ngumbi, qui représentait le vice-premier ministre, maître Célestin Tundaya Kassende. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, lors de son investiture, annoncé à la face du monde et au peuple congolais en particulier son engagement ferme à renforcer la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Pour sa part, les représentants des experts gouvernementaux, Maître Fidel Mawete, a détaillé les objectifs et les difficultés rencontrées à l'élaboration de ces documents. Plusieurs personnalités du monde diplomatique et judiciaire ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, ainsi que le vice-ministre au budget. Restons toujours dans ce secteur de la justice où l'on se demande comment évolue le traitement de la plainte déposée par la hiérarchie du regroupement politique AFDCA. Les femmes de l'AFDCA se sont rendues au cabinet du procureur général de la République près la Cour de cassation, auprès de qui elles ont déposé un mémorandum qui reprend leur desiderata, nous dit Sandra Nyangitabou dans ce reportage. Les femmes du regroupement politique AFDCA se sont mobilisées pour solliciter le dénouement rapide du dossier en justice de leur regroupement politique. Elles sont venues par plusieurs centaines de 8h à 17h. Elles ont pris d'assaut le bâtiment de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui abrite le cabinet du procureur général de la République près la Cour de cassation. Scandant de chants, dansant, manifestant leur mécontentement face au mutisme que manifeste la justice au sujet de la plainte déposée par la hiérarchie de leur regroupement politique. Ces femmes de la FDCA, chères à Modesto Bahati Lukwebo, sont venues attirer l'attention du procureur général de la République pour traiter avec diligence leur dossier. Nous, mamans de l'AFDC, étant modestes comme autorité morale, nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous faire justice. Nous sommes là pour que l'autorité puisse traiter cette situation avec beaucoup de diligence afin que justice soit faite. Les femmes de la FDCA ont par ailleurs déposé un mémorandum auprès du procureur général de la République reprenant leur desiderata. Nous en avons assez. Il faut que la justice dans notre pays puisse faire son travail pour mettre fin à cette situation de dédoublement de l'AFDC allié. Pour rappel, le 18 juillet dernier, la délégation de la FDCA, conduite par leur autorité morale, Modesto Bahati Lukwebo, a déposé une plainte contre un groupe de dissidents pour usurpation de pouvoir, abus de pouvoir, débauchage, faux en écriture, trouble de quiétude et imputation dommageable.
Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la République du Corée était au cœur des échanges qu'ont eu le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias avec l'ambassadeur de la République de Corée en République démocratique du Congo. Regardez. Avec le numéro 1 de la République de Corée en République démocratique du Congo, il était question de réfléchir ensemble sur les moyens que disposent ses partenaires asiatiques pour le renforcement d'une coopération intégrale multisectorielle. Un accompagnement qui pourra servir dans la vision de l'émergence tant souhaitée par les autorités congolaises. L'ambassadeur coréen Kim Kye-jo revient sur les grandes lignes de son face-à-face avec le ministre d'État, ministre de la Communication et des médias, David Jolino dit Wampové Samakelele. Nous sommes dans un processus où nous nous engageons avec nos partenaires congolais pour que nous fassions partie du développement et du progrès de ce pays. Nous sommes engagés dans le développement de ce pays. Nous sommes engagés dans le développement des échanges entre les personnes et nous sommes aussi engagés dans le développement pour le progrès total du pays. C'est vrai que ça couvre beaucoup de secteurs, mais nous nous sommes mis d'accord pour qu'une partie soit aussi allouée, bien sûr, au secteur du média. C'est donc dans les soucis de matérialiser la vision du gouvernement, David Jolino dit Wampové Samakelele a ouvert la porte à ses partenaires coréens en vue d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Et puis sachez qu'en vue de préparer la COP 25 prévue à Santiago au Chili du 2 au 13 décembre 2019, le ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo a lancé officiellement ce 24 octobre 2019 les travaux préparatoires pour cette conférence écologique. Le ministre a rassuré les comités de préparation que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la RDC soit qualitativement représentée. La RDC fait un pas de plus vers l'amélioration de son environnement des affaires. Le pays vient de gagner une place de plus dans le rapport Doing Business 2020. Reportage Patrick Michel Mokoui. C'est juste un pas de franchi, un seul, mais qui explique tout sur le processus d'amélioration du climat des affaires en RDC. Pour avoir principalement gagné plus de 6 points sur la facilité d'obtention de permis de construire, le pays a fait un petit bond d'une place quittant la 184e pour la 183e place dans la liste de 190 économies évaluées par le service Doing Business pour 2020. Cette légère avancée n'est en fait que le fruit de quelques efforts fournis dans la mise en œuvre de réformes entre le mois d'octobre et décembre 2018, période occultée par le dernier processus électoral. Dans un message diffusé dans les réseaux sociaux, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements affirme que ces résultats traduisent le besoin pressant de fournir beaucoup d'efforts pour les prochaines années afin de mériter mieux. Tout en reconnaissant les efforts du groupe d'experts et des services réformateurs, Anthony Kinzokamole rappelle que l'objectif demeure celui d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays pour un meilleur épanouissement des investisseurs. Ce résultat va très certainement booster la volonté des responsables politiques et institutionnels qui viennent de s'approprier les réformes à venir en adoptant il y a quelques jours au cours d'un atelier la feuille de route 2021. L'amélioration du climat des affaires est l'affaire de tous, a conclu le DG de la NAPI dans son message aux services réformateurs de comprendre que le développement de la RDC à travers l'assainissement de son environnement des affaires dépend de leur volonté à s'y impliquer. Avant de refermer ces journaux, ces communiqués émanant du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, depuis ce lundi 21 octobre 2019, il s'observe un mouvement de mécontentement des travailleurs, œuvrant particulièrement dans le secteur du commerce, ayant conduit la perturbation des activités au centre-ville de Kinshasa. Il est à rappeler aux employeurs le respect des dispositions légales et réglementaires en matière du travail, spécialement le respect de l'horaire de travail et le repos hebdomadaire, le paiement des heures supplémentaires et des jours fériés, les conditions de travail hygiéniques, dotation équipement aux travailleurs, prévention de maladies et l'application du SMIG. Par ailleurs, tout le service privé de placement, les sociétés de sous-traitance ainsi que les représentants travailleurs et employeurs du secteur du commerce sont invités à se présenter ce lundi 28 octobre 2019 à 10h au cabinet du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale situé au 8e niveau de l'immeuble du gouvernement, place
place royale à Kinshasa, à Gombe, vu l'importance de points à traiter. La présence tous est vivement souhaitée, signé Dr Ilunga Nkulu Nene. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 22 h dans une présentation de Lucie Lavi Chisenda. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches prochains. À très vite.